dans l'atelier avec Lucian Freud. Porté au nu par ses contemporains, idole des Anglais, des conservateurs de musées comme des critiques, il est considéré comme l'un des grands peintres, des très très grands peintres du XXe siècle, et de ce fait, vedette bankable, comme on dit en français. Les queues s'allongent devant les musées lorsqu'on l'expose, mais il faut reconnaître qu'il est aussi vivement critiqué. Philippe Dagen, par exemple, écrit en 2010 à propos de l'exposition à Beaubourg: « Ce n'est pas de la grande peinture, ce n'en est que le simulacre, fondé sur l'académisation conjointe de l'obscénité et du matérialisme. » Il n'y va pas de main morte. Entre nous, le bouquet de tulipes de Jeff Koons, planté derrière le Petit Palais, eh bien, ça, c'est vraiment une obscénité. Lucian Freud, étonnante réussite. Au temps où l'abstraction est synonyme d'avant-garde, le minimalisme et autres arts conceptuels occupant le devant de la scène, au temps où la figuration apparaît comme un art dépassé, ringard et académique, au temps où l'artiste n'a plus ni pinceau ni toile, au temps où Jeff Koons, encore lui, se vante de ne réaliser aucune œuvre lui-même, la centaine de ses assistants est là pour donner corps à ses idées, au temps où l'artiste chinois Ai Weiwei, autre vedette de l'art contemporain, dit qu'il n'a pas d'idées, mais que ses assistants sont payés pour en avoir. Au temps où Damien Hirst fait sensation à Venise en 2019 avec une double exposition démesurée, et plus kitsch, plus mauvais goût, tu meurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde se pâme, de la crème des collectionneurs du monde entier jusqu'à la gentille famille avec porte-bébé et grand-père en fauteuil roulant. Et là ça c'est l'horreur. Lucian Freud, l'anglais, le figuratif, travaille seul dans son atelier, les mains dans la couleur, pinceau et palette au bras, devant un modèle vivant, vêtu ou nu souvent, debout devant le chevalet. L'une de ces toiles, achetée par un oligarque russe sulfureux, a battu tous les records de vente en son temps, une œuvre inachetable, évidemment pour les institutions, trop chère. Avec Francis Bacon, qui fut longtemps son ami et qui l'admirait, il est paradoxalement considéré comme l'héritier de la tradition picturale anglaise, alors que dans les années 50-60, il était perçu plutôt comme avant-gardiste, iconoclaste. Il est juste de dire que l'art de ses prédécesseurs est d'importance pour lui, mais moderne ou non moderne, peu importe. Et essayons de regarder avec fraîcheur cette œuvre qui ne fait toujours pas l'unanimité, qui déroute, qui dégoûte même, qui, bien que figurative et donc accessible, n'en reste pas moins très mystérieuse. Il est impossible de ne pas évoquer le parcours d'une personnalité réellement hors du commun. Impossible d'oublier qu'il est né en 1922, il meurt en 2011, qu'il est né à Berlin, juif et petit-fils de Sigmund Freud. Son père est architecte. En 1933, il fuit avec ses parents et ses frères à la suite du meurtre de l'un de ses cousins en pleine rue par les nazis. Son grand-père, Sigmund Freud, est sauvé grâce à la magnifique générosité de Marie Bonaparte, ancienne patiente et élève, psychanalyste elle-même, qui paye une lourde rançon aux nazis et organise son exil à Londres. Les 4 sœurs de Freud, restées à Vienne, seront déportées et assassinées par les nazis. Lucian Freud est d'abord un exilé. Adolescent, il ne parle pas l'anglais, mais il révèle rapidement des dons artistiques. C'est un élève plutôt difficile, plutôt allergique à certaines autorités. Une sorte d'enfant sauvage qui a une adoration pour les animaux et tout particulièrement pour les chevaux, qui se vante aussi d'avoir incendié son école d'art. Il est très beau, vraiment. Des yeux clairs, froids, perçants, des yeux d'aigle. Il est étrange. Il est d'une grande intelligence.
Il est aussi cruel et incontrôlable, bref, d'une séduction incroyable. Son encadreuse, Louise Liddell, dit de lui en 2004 « Il était sexy, il l'a toujours été. » Et on ne peut être que d'accord avec elle. Hyper chic, il a toujours été élégant, d'une élégance surprenante, même en pantalon de boucher, même débraillé, dépenaillé façon clochard, une recherche de véritable dandy. Il est par ailleurs couvert de femmes, d'un charisme inouï. Il est couvert d'enfants aussi, il en a reconnu 14 et on lui en attribue une trentaine. Il a des goûts luxueux, il est excessif en tout, obsédé de peinture et de sexe. On pourrait le comparer à Picasso sur ce point, tous deux peignant leur vie. Il conduit aussi sa Bentley à sa guise, rien ne l'arrête. Il est méfiant et solitaire, joueur invétéré dans sa jeunesse, irrévérencieux. Il est aussi à l'aise parmi les aristocrates qu'au milieu des mauvais garçons. Sa vie est un réel roman. Alors, dans l'atelier. L'atelier est essentiellement londonien. Tout s'y passe en huis clos, à Paddington, Holland Park ou à Notting Hill. C'est un lieu de secret, un lieu protecteur. Dans la ville, la Swinging London mythique est pourtant hors d'atteinte. C'est un lieu de travail et un lieu de vie, de grand désordre, mais différent de l'atelier de Francis Bacon dans lequel on ne peut plus pénétrer car on ne sait plus où mettre les pieds. Les murs des deux ateliers sont semblables, prolongement de la palette. Ils donnent le là en quelque sorte, ils donnent le ton. Et les deux artistes se servent des murs pour essuyer leurs pinceaux. D'où la gamme de couleurs somptueuses chez Bacon, les rouges, les roses. Chez Freud, on va du blanc au noir en passant par les nuances de brun. Et quel que soit le sujet, nous entrons, quand cela est permis, car ces univers sont très fermés, dans l'espace artisanal, espace de travail solitaire, espace de confrontation entre l'artiste et la toile, sur laquelle doit se fixer une réalité qui est celle de la peinture, au premier sens du terme, de la couleur en pâte ou en fluide, qui, appliquée par des pinceaux, brosses ou autres outils, a pour but de signifier quelque chose, et d'abord son existence même, sa matérialité. Est-ce que c'est le matiérisme dont parle Philippe d'Agen ? La photo de Bruce Bernard représentant Freud dans son atelier en compagnie de Lee Bowery, son modèle, est de manière évidente une allusion à l'atelier peint par Courbet en 1855 et conservé au musée d'Orsay. Le titre complet de cette œuvre est explicite, L'atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale. Nous sommes dans l'atelier immense de Courbet qui, au centre, peint un paysage, alors qu'un modèle nu le contemple. À sa droite, les amis, on reconnaît Baudelaire, à gauche, les ennemis à combattre, un juif avec sa cassette, un curé, un chasseur, etc. Courbet dit « C'est l'histoire morale et physique de mon atelier, ce sont les gens qui me servent, me soutiennent dans mes idées, qui participent à mon action. C'est la société dans ses intérêts et ses passions. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. » Dans l'atelier de Lucian Freud, il y a beaucoup moins de monde. Le juif est peintre, le nu est homosexuel, le mur derrière comme paysage. Freud ne s'est jamais beaucoup exprimé sur son travail, adepte plutôt du secret, mais cette photo en dit long, une sorte de clin d'œil de sa part. Le corps est central, primordial, nu dans la lumière, le sujet total, le paysage suggéré, comme vu par la fenêtre, et l'intensité comme trame de l'expression. Tout se passe à l'intérieur du huis clos,
Le modèle y est observé, fouillé, disséqué. Interior in Paddington de 1951 est réaliste, je dirais même plus que réaliste. Je pense aux œuvres de la Nouvelle Objectivité, aux Allemands, Georg Gross, à Otto Dix. Et le modèle, un ami de Freud qui a posé durant 6 mois, semble ici comme déformé, tassé, lessivé, je dirais, lavé de tout ce qui n'est pas lui, essoré comme son imperméable sans âge et, malgré tout, étonnamment présent. Ici, la plante souffreteuse est minutieusement représentée. Il faudrait d'ailleurs penser à la rosée. La fenêtre de biais permet un paysage de façade, la rue, un réverbère, un arbre, un homme comme en embuscade. Le réalisme absolu du plancher au premier plan, la lisière de la moquette, rigoureusement traitée, mèche par mèche. Le plancher, nous le retrouverons pratiquement toujours au premier plan, de face, oblique, remonté, empâté. Freud s'entoure en général de peu d'accessoires, une plante en pot comme ici, un fauteuil, un lit, un radiateur, un lavabo, un vieux drap, un amas de chiffon, une fenêtre ouverte ou condamnée. Le mot intérieur est intéressant par rapport au mot atelier. Il signifie bien que l'on entre chez, que l'espace est fermé, limité, qu'il est intime, beaucoup plus complexe que le mot atelier. Et je me souviens de l'intérieur aux aubergines de Matisse, daté de 1910, tableau qui n'a rien à voir avec vraiment l'intérieur de Lucian Freud, mais très intéressant. Pas de modèle, pas d'artiste au travail, un espace fermé ouvert, très personnel, des cadres qui n'encadrent rien, si ce n'est le décor. L'artiste est en promenade, il a laissé la porte ouverte pour nous. L'atelier de Freud est dans la ville qui vit autour de lui et que l'on aperçoit du haut de la fenêtre. Le paysage est toujours cadré minutieusement, très architecturé, comme s'il ne devait pas déborder l'espace qui lui est assigné et tenu à distance de l'espace intérieur. À ce propos, le petit jardin de la maison dans laquelle il emménage en 1990 est le prolongement de l'atelier. Il est isolé, il est secret, il ne montre jamais le ciel. Touffu, balayé à gauche par un bouquet de bambous, il étouffe de sa végétation un banc. Vu de haut, il présente une perspective très déformée, écrasée. Inextricable et mélancolique, sculpté par une multitude de touches colorées et d'empattements de matière, c'est un jardin de peintre, c'est le jardin du peintre, comme son nom l'indique, et on pourrait dire à chacun son Giverny. Dans l'atelier, de jour comme de nuit, les modèles posent, durant des heures, des mois, jusqu'à l'épuisement. Les postures sont inconfortables, vêtus ou nus, ils souffrent toutes les tortures, je dirais. Ils ferment les yeux ou ne regardent pas le peintre, ou bien ils dorment, tout en éveillés, absents. Les corps se relâchent dans la durée de la pause, les chairs se transforment doucement. Sur la peau, la lumière joue, sous la peau, le sang circule, et les corps s'apesantissent, prennent de la consistance. Évidemment, on ne peut s'empêcher de rappeler Rembrandt. Sous le pinceau de ces deux artistes, les couleurs divisées sont des parcelles de chair. Chaque touche ajoutée dit le long travail du peintre, non seulement ses hésitations, mais aussi ses emportements, ses repentirs, ses décisions. Et comme un sculpteur, il façonne, il triture, il modèle la matière avec insistance, avec acharnement, dans un immense souci de perfection. Et en fait, on a l'impression, lorsqu'on parcourt toute son œuvre, l'œuvre donc de Freud, qu'il n'a fait toute sa vie que peindre un seul tableau. Ce qui se joue dans l'atelier de Lucian Freud, c'est la relation
paradoxal qu'entretient la peinture avec l'intime. L'intime, c'est le profond, c'est le réservé, le secret, alors que la peinture, au contraire, met en scène et découvre au sens propre et montre. Le modèle n'a pas de nom. Les titres de tableaux, d'ailleurs, nous le disent bien. Intérieur, nu, jeune fille assise, femme en pull gris, deux hommes dans l'atelier, etc. Certes, les corps sont imparfaits et il faudrait donc qu'elles soient toutes liftées, genre Kardashian. Il faudrait qu'ils se fassent gonfler les pectoraux et le reste. Bon, et les sexes sont visibles. Et alors? Depuis des siècles, nous sommes habitués à les voir. Et où est l'obscénité? En fait, c'est la vie qui circule dans cet espace et un peintre qui cherche chaque jour, chaque nuit, à capter cette métamorphose constante de la réalité. Et l'autoportrait en galoche à la Van Gogh est magnifique d'inquiétude. Les armes du peintre combattant sont exposées, le sabre est encore dressé, mais le bouclier est abaissé, le sexe est beaucoup moins fier. Le pouce, d'ailleurs, lui répond comme en écho, exactement dans la même chair. Et pardonnez-moi, monsieur Dagen du journal Le Monde, il n'y a rien ici d'obscène. Ici se pose la question que se posent tous les peintres et sans doute aussi tous les critiques d'art. Est-ce que je vais pouvoir encore bander et créer et critiquer? Eh bien, la réponse peut être dans une prochaine vidéo.